Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger l'automatisme de la semaine dernière, donc ici sur les espaces vectoriels. Donc vous avez les énoncés ici sous les yeux jusqu'à l'exercice 5. Donc nous allons, premier énoncé, soit donc une combinaison linéaire de ces quatre polynômes, ici une famille formée des polynômes qui sont écrits ici, égale à 0, on doit montrer que la seule solution de cette équation est alpha 0, lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3 égaux à 0 simultanément. Donc cette égalité doit être vraie quel que soit x. Donc pour x égale 0, on remplace ici, ça fait P0 de 0, ce qui nous donne 0 moins 1, 0 moins 2, 0 moins 3, donc moins 1 fois moins 2 fois moins 3, moins 6 fois lambda 0. En revanche, pour P1 de 0, ben, ça fait 0, puisqu'il y a x ici. P2 de 0, 0. P2, 3 de 0, 0. Donc on a ceci égale le polynôme nul pris en la valeur 0, qui vaut 0, parce que là c'est le polynôme nul, le 0 de E. Donc c'est le polynôme nul, alors que là c'est la valeur 0 de R. Donc ici ça entraîne lambda 0 égale à 0. On fait pareil avec les trois autres valeurs remarquables ici, 1, 2 et 3, et on obtient que toutes les valeurs lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sont égaux à 0. On prend les valeurs en 1, en 2, en 3, on obtient ceci. Parfois, ce n'est pas aussi simple. Des fois, on obtient un système qu'il faudra résoudre et montrer que la seule solution de ce système, comme la solution 0, 0, 0, 0, est solution, c'est évident, toujours. Si je mets des zéros partout, j'obtiens bien le 0, 2, mais que c'est l'unique solution. Et donc, pour ça, il faudrait résoudre un système et montrer qu'elle est libre. Ce n'est pas la seule méthode pour montrer qu'une famille est libre, mais cette méthode est à connaître. Et dans ce cas précis, ça semble être la plus efficace. Ensuite, pour la deuxième question, on veut montrer qu'elle est génératrice. Alors, vous avez une solution qui n'utilise pas le dernier chapitre sur les dimensions. Dans le corrigé, ici je vais utiliser le corrigé, c'est-à-dire qu'ici vous avez le cardinal de L qui est égal à 4, et ici, et dim, la dimension de R3 crochet X, ben comme c'est généré par une base canonique qui est de cardinal 4, la dimension c'est 4. Ça c'est la base canonique qui génère ceci. Donc la dimension de R3 crochet X c'est 4. Égalité des dimensions et la famille est libre. Et L libre entraîne L base de R3 crochet X. Voilà, parce que c'est égal à la dimension. Et ça suffira. Donc lorsqu'on a le bon cardinal pour la famille, il suffit simplement de montrer soit qu'elle est libre, soit qu'elle est génératrice pour montrer que c'est une base. On n'a pas besoin de montrer les deux si on a le bon nombre d'éléments dans la famille. Alors pour la 3, c'était tout bête. Pour trouver 2 supplémentaires, il suffit de prendre une partie de la famille L, donc par exemple P0, et son complémentaire ici, et on obtient 2 supplémentaires de R3 crochet X. Une fois qu'on a une base, on prend un espace vectoriel engendré par une sous-partie, et l'autre l'espace vectoriel engendré par le complémentaire de cette sous-partie. Voilà. Et donc on obtient à ce moment-là 2 supplémentaires, c'est-à-dire que la somme est directe, puisque c'est une famille libre, et cette somme donne R3 crochet X, puisque c'est une famille génératrice. Voilà comment conclure pour cet exercice 1. Alors dans ce deuxième exercice, ici, vous avez un ensemble qui est défini ainsi, et G qui est égal à vecte de F1, F2, avec F1 et F2 défini ainsi. Donc pour G, il n'y a rien à faire, on a vecte de F1, F2, donc G est un sous-espace vectoriel de E. C'est pour F qu'il va falloir utiliser les méthodes classiques. Donc la première chose à montrer, c'est que F est non vide. Or, le 0 de E, qui est la famille
égale à 0 pour tout x, et bien en 1 vaudra 0 et en 2 vaudra 0. Donc c'est un élément de grand F. Donc grand F est différent de l'ensemble vide. Alors maintenant, le deuxième élément à montrer, on prend deux fonctions de f, on montre que en gros grand F est stable par combinaison linéaire. Donc deux valeurs de R, ici c'est un R espace vectoriel, et on étudie lambda F plus mu G, on détermine la valeur en 1, on utilise les formules que l'on connaît. Cette fonction évaluée en 1, c'est lambda f de 1 plus mu g de 1. Ceci égale à 0 car f appartient à grand F et égal à 0, idem. Donc on a 0. Donc cette combinaison linéaire est bien un élément de grand F. Donc du fait de ces deux propriétés, grand F sous espace vectoriel 2. Voilà comment on procède pour montrer que ce sont deux sous-espaces vectoriels. Pour montrer que c'est libre, on dit que la famille formée de F1 et F2 est libre. On prend encore lambda mu appartenant à R2 et on va chercher quand est-ce que cette combinaison linéaire est égale à la famille, à la fonction 0 de donc c'est la fonction nulle sur R. Ici on applique en 1 et on applique en 2, puisque pour x égale 1 on obtient lambda f de 1, ce qui fait 0, plus mu f2 en 1 qui fait 1. En 1 cela fait moins 1, pardon. Donc on va avoir moins mu égale 0. Ici c'est le 0 de E, ici c'est le nombre 0. Donc on obtient mu égale à 0 pour x égale 2, on écrit directement lambda égale à 0. Donc cette combinaison linéaire égale à la fonction nulle implique que les deux valeurs, lambda et mu, les coefficients, sont forcément nuls. Donc la famille F1, F2 est libre. Voilà. Alors troisième question, on vous demande par analyse synthèse montrer que ces deux espaces F et G sont deux supplémentaires de. Faites bien attention de dire toujours supplémentaires, hein, ce ne sont pas des complémentaires, mais des supplémentaires. Donc par analyse synthèse, l'analyse, marquez-le comme ça c'est plus clair pour celui qui lit. Analyse soit H appartenant à E. On va supposer que H s'écrit comme F plus G avec F appartenant à grand F et G appartenant à grand G. À ce moment-là, on va exprimer le fait que comme G appartient à grand G, il s'écrit comme combinaison linéaire de F1 et F2. Donc, il existe lambda mu appartenant à R2 tel que G égale lambda F1 plus mu F2. Alors maintenant, on a F qui appartient à grand F, donc F de 1 égale F de 2 égale à 0. Donc on va pouvoir remplacer. Pour x égale 1, on obtient h de 1 égale f de 1 qui vaut 0, plus lambda f1 de 1 qui vaut 0, plus mu f2 de 1 qui vaut moins 1. Ça fait donc moins mu, puisque ça vaut 0. Donc on a mu qui est égal à moins h1. Pour x égale 2, un calcul similaire nous amène à lambda égale h2. Donc, si cette décomposition existe, g est égal à h2 de f1 plus moins h1 de f2, et
à ce moment-là, f c'est égal à h moins g. Donc, si on n'a pas montré que cette décomposition existait, hein, puisqu'on est parti d'une supposition, on a du moins montré que la décomposition est unique. Si la décomposition existe, elle est unique. Et là, mettez-le là, comme ça au moins il n'y aura pas d'ambiguïté. Donc, et vous écrivez même ceci. Voilà. Ça c'est important. Voilà. Et donc maintenant on va faire la synthèse. Donc maintenant on a montré que la somme était directe hein, quand même. Donc on n'a pas fait ça pour rien. Mais c'est la synthèse qui va nous permettre de montrer que la somme est bien égale à E. Pour cela on repart de la même hypothèse, soit un H quelconque de E. Hein, on prend un H sans restriction. On a à ce moment-là H qui est égal à F moins G, c'est-à-dire moins H2 de F1 plus H1 de F2. Alors, j'ai mis F, c'est H, excusez-moi, plus la même chose. Hein, voilà. Donc là, effectivement, cette égalité, il n'y a pas besoin de la démontrer. Hein. Si on a ça, ça s'élimine, et ça s'élimine. Donc il reste H égale H. Donc ça, c'est bon. On a ceci. On pose ceci comme étant égal à F. Ceci comme étant égal à G. Voilà. Et on vérifie. G, lui, il n'y a pas besoin de vérifier, appartient à grand G, puisqu'il s'écrit comme combinaison linéaire de F1 et F2. Hein, ça, c'est bien des réels. Hein. C'est la fonction H évaluée en 2 et en 1. Donc, c'est bien des réels. Donc, voilà. Et F de 1, si je remplace, ici, ça va faire H de 1, moins F de 1, ça vaut 0. Donc, plus... Alors là, j'ai fait une petite coquille, je crois. Pas du tout, puisqu'ici, on a f de 1 qui vaut moins 1. Donc, ça me fait moins h de 1, donc 0. Et f de 2 qui vaut h de 2 moins... Et f1 de 2, ça vaut 1, donc moins h de 2. Donc, ça fait 0 aussi. Donc, f appartient à grand F. On a écrit que H quelconque s'écrivait forcément comme ça, puisque effectivement ça simplifie, ça fait bien H, et que cette fonction était bien un élément de grand F, et cette fonction un élément de grand G. Donc, on a montré que F plus G égale à E. Donc, on a ceci et cela. Donc, hop. Donc, F plus G égale à E. On a montré que F et G étaient supplémentaires. Je n'écris pas, mais voilà. Alors, pour cet exercice 3, cette fois-ci, E est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. On prend H, l'ensemble des polynômes dont la dérivée seconde est égale à 0. Il faut savoir que si le polynôme est de degré 2, la dérivée seconde, c'est déjà une constante, hein, d'ailleurs. Ça, c'est une remarque en passant. Mais il se trouve qu'il n'y a pas besoin, effectivement, de cette remarque pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, puisque si je prends F et G, et c'est assez malheureux comme notation, mais P et Q de polynômes, parce que souvent pour les polynômes on utilise des majuscules. Donc vous avez ici cette propriété. Donc vous avez ici la combinaison linéaire de P et Q qui appartient à grand H. On a montré ainsi que grand H était un sous-espace vectoriel, puisqu'on a aussi que le polynôme nul a sa dérivée seconde qui est nulle, donc qui appartient à grand H. Grand H est différent de l'ensemble vide. Voilà. Donc on a montré tout ce qu'il fallait pour que ce soit un sous-espace vectoriel. Pour G, il n'y a rien à montrer puisque G c'est vecte de x2. Donc là je ne l'écris pas, hein, mais il faudrait. Déterminer une famille génératrice de grand H, eh ben, on a ceci égal à 0, implique qu'il existe AB appartenant à R2 tel que P de x égale AX plus B. Donc ça c'est équivalent. Tous les polynômes dont la dérivée seconde est nulle sont des polynômes combinaison linéaire de x et de 1. Donc on a
grand H qui est égal à vect du polynôme égal à 1 et du polynôme égal à x. Voilà. Donc ensuite, on a trouvé donc une famille génératrice de H. C'est une famille libre d'ailleurs. Montrer que H et G sont supplémentaires. Il suffit de préciser qu'on a une base et une base de E. Donc H et G, comme l'un est engendré par les deux premiers éléments de cette base et le deuxième est engendré par le troisième élément, sont supplémentaires. Il n'y a rien de plus à dire. Donc vous voyez, c'est très très rapide pour cet exercice-là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, on va passer au quatrième exercice. Alors ici, dans cet exercice, dans l'exercice 4, cette fois-ci, E est l'ensemble des applications de E dans R, de R dans R, donc définies sur R. Et ici, E1, c'est l'ensemble des solutions de cette équation différentielle, et ainsi de suite. Alors pour la première question, c'est extrêmement simple. Il suffit de dire que E1, E2 et E3 sont ensemble solutions d'équations différentielles linéaires à coefficient constant, et il ne faut rien oublier, hein, homogène. Homogène, solution d'équation différentielle homogène, j'aurais pu le mettre ici, ça aurait été plus joli, mais enfin voilà, c'est correct. Donc, E1, E2 et E3 sont des sous-espaces vectoriels. Il n'y a pas besoin de dire plus, hein, vous n'écrivez pas en abrégé comme j'ai fait là. Donc pour la première question, c'est juste cette phrase à sortir en n'oubliant rien. Linéaire, à coefficient constant, sinon ça ne marche pas. Homogène, sinon ça ne marche pas. Et cela suffit pour justifier que les trois sont des sous-espaces vectoriels. Alors ensuite, dans la deuxième question, trouver une famille génératrice, il suffit de résoudre. Hein. Donc pour ceci, c'est y' égale y, donc la solution c'est exponentielle, voilà. Donc ici E1 c'est vect de la fonction exponentielle, ou de la fonction qui a x associe E de x, ça c'est pareil. Ici on utilise le polynôme caractéristique, on trouve comme racine moins 1, donc une solution c'est exponentielle de moins x, et ici, comme deuxième racine, on trouve 2. Ça fait 4. Oui, c'est bon. 2. Donc, on trouve que E2 est vect de ceci. Donc, on a montré, on a trouvé deux familles génératrices. Il se trouve qu'elles sont libres, que là, donc E1 sera de dimension 2, E1, et E2 de dimension 2. On montre facilement qu'elles sont libres. Alors, pour déterminer E1 inter E2, petit 3, E1 inter E2, et déterminer une famille génératrice de E1 plus E2. Alors pour E1 plus E2, c'est facile, hein, il suffit de prendre la famille constituée de ces trois fonctions, et vous avez une famille génératrice. Hein. Donc pour la famille génératrice, c'est évident. On peut tout montrer d'un coup en prenant une combinaison linéaire de ces trois fonctions. On va noter celle-ci F1, F2 et F3 et montrer qu'elle est libre. Auquel cas, à ce moment-là, on aura deux supplémentaires. On aura une famille génératrice, on aura même une base, ce qui est encore mieux. Donc pour cela, il faudrait montrer pour que ce soit une famille libre. On fait lambda 1 F1 plus lambda 2 F2, une combinaison linéaire égale à 0, avec lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartenant à R. On prend trois valeurs, comme c'est fait dans le corrigé. On montre que ce système est un système de Cramer, que le rang est bien 3, qu'il y a 3 inconnus, et donc il n'y a qu'une solution, c'est lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3. Vous regarderez le corrigé, et à ce moment-là, la famille est libre, et c'est fini. Les deux espaces sont des supplémentaires. On a F1, F2, F3, qui est une base de E1, de E plus, de 1 plus E2, qui sont en somme directe. Hein. Voilà. Alors ensuite, pour la quatrième question, il suffit de montrer que F1, F2 et F3, tous les éléments de la famille génératrice de E1 et E2, et
sont des éléments de E3. Pour cela, il suffit on vérifie simplement que F1 dérivée troisième plus moins 2 F, alors mon stylo n'écrit pas bien, donc dérivée seconde, moins, voilà, on remplace simplement là-dedans, hein, plus 2F égale à 0, voilà, et idem pour F2 et F3. Donc on a montré que F1 appartenant à E3, donc FI d'ailleurs, pour I, égale 1, 2 ou 3. Donc la famille est une famille génératrice de E1 plus E2, et chacun est un élément de E3. Donc E1 plus E2, comme est généré par cette famille, est inclus dans E3. Alors normalement, il y en a qui ont justifié qu'ici, la dimension c'était 3, et que là, on avait une famille libre de 3 vecteurs, et qu'en réalité, E3, c'était vraiment égal à E1 plus E2. Alors le problème, c'est qu'il faudrait savoir, et ça vous n'avez pas à le savoir, on ne le fait pas, que l'ensemble des solutions d'une équation différentielle homogène à coefficient constant et de dimension exactement le degré de, le degré de dérivation de la dernière fonction, le degré le plus élevé. Et à ce moment-là, si on avait ça, on aurait égalité. On pourrait montrer égalité. Mais là, on ne l'a pas. Et ça, c'est pas propre au TSI, hein, c'est toutes les prépas. Donc ça, normalement, on ne peut pas marquer l'égalité. Maintenant, merci à celui qui a fait cette remarque, parce qu'il a généralisé quelque chose qui est facile à généraliser, mais que vous n'avez pas au programme. Voilà, c'est tout. Alors, on va passer à l'exercice 5. Alors, pour la première question, ici, dans la question 5, où E, c'est R3, vous avez E1 et E2 qui sont solutions de systèmes d'équations homogènes système homogène d'équations linéaires, pardon, j'avais bien fait de le mettre, d'équations linéaires à coefficient constant. Donc ici, ce sont des sous-espaces vectoriels. Il faut redonner la même phrase, hein, comme pour les équations différentielles. Ici, c'est des équations tout simples linéaires, et vous avez cette phrase qui suffit à justifier que ce sont des sous-espaces vectoriels. Alors maintenant, pour déterminer une base de chacun des deux, il suffit simplement d'exprimer, ici vous avez le rang qui est 1, puisqu'il n'y a qu'une seule équation, hein, donc ça ne peut pas être de rang supérieur au nombre d'équations. Donc deux variables secondaires et une variable principale que vous choisissez au hasard. Alors on va prendre x bien sûr, moins y plus 4z. Et donc on obtient que E1, c'est vect du vecteur. Alors pour x, il va y avoir moins 3. Alors j'écris ici hein, x, y, z pour que tout le monde y voit plus clair. Ici pour x, on va avoir moins 3, 1 pour y, 0. Et pour ici, on va avoir 1 pour z, 0 pour y et 4 pour le x. Donc si je fais cette combinaison linéaire, j'obtiens bien ça pour x, y pour y et z pour z. Voilà. Donc on a ça, ceci. Hein. E1, c'est aussi égal à l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent moins 3y plus 4z. Hein. Vous êtes au point, j'espère, avec y et z appartenant à R2. Donc ici, c'est vect de, je vais le marquer ici, de moins 3, 1, 0 et 4, 0, 1. Voilà. Pour E2, on fait la même chose et on trouve que c'est vect de moins 1, 1, 0 et ici 2, 0, 1. Voilà. Donc ça, E1, E2, E3, E4, autant alors choisir des notations. Et on vous demande de déterminer E1 inter E2 et E1 plus E2. Donc le plus simple, c'est de voir quelle est
le rang de la matrice associé à ces trois vecteurs. Donc on va le faire. Alors pour déterminer l'intersection de E1 et E2, ce que j'ai fait dans le corrigé, c'est que j'ai pris un élément qui appartenait à E1 inter E2 et j'ai déterminé l'ensemble des solutions dans la mesure où effectivement s'il appartient à E1 et E2, il doit vérifier et l'équation de E1 et l'équation qu'il y a pour la définition de E2. On résout et on trouve effectivement que un vecteur qui convient c'est 1, 1, 1 et que toutes les solutions sont bien évidemment engendrées par ce vecteur-là. Bien évidemment, il faut se souvenir que E1, E2, comme E1 et E2 sont deux sous-espaces vectoriels, une propriété fondamentale dont il faut absolument se souvenir, c'est que E1 inter E2 est un sous-espace vectoriel. Forcément, si les deux sont des sous-espaces vectoriels, l'intersection est un sous-espace vectoriel. Ça, c'est indispensable que vous en souveniez bien. Donc forcément, on arrive à le mettre sous la forme d'un vecte 2 et vecte de ce vecteur. Donc ça, c'est une résolution de système. Il y a une autre méthode pour résoudre les deux en même temps. C'est-à-dire qu'ici, là, j'ai trouvé la somme, l'intersection. Et pour ce qui est de la somme, une famille génératrice, c'est très simple, ça va être forcément la famille engendrée par les quatre vecteurs. L'espace E1 plus E2 va être engendré par les quatre vecteurs. Or, si l'on fait on cherche le rang de cette famille, on trouve 3. Et à ce moment-là, bien évidemment, on a que cette famille étant de rang 3, elle engendre R3 tout entier. Donc à ce moment-là, ça veut dire que E1 plus E2 est égal à R3. Mais il y a une autre façon de procéder, c'est en utilisant simplement cette formule de Grassmann que l'on va voir aujourd'hui. Donc c'est que E1 plus E2, c'est égal à la dimension de la somme, c'est égal à la dimension de E1, qui est ici 2, puisque c'est linéairement dépendant, E1 et E2, plus la dimension de E2, moins la dimension de l'intersection. Or, pour l'intersection, on vient de trouver que c'était vecte de U étant égal, dans le corrigé, 1, 1, 1. Donc à ce moment-là, ceci c'est 1, ici 2, 2, donc on trouve que la dimension de la somme c'est 3. Or, comme on est dans R3, forcément, E1 plus E2 sera égal à E tout entier, c'est-à-dire R3, bien sûr. Donc ça aussi, c'est une autre façon de faire. Ensuite, faire cette résolution, dit que E1, E2, E3 forment une famille libre. Voilà. Donc ici, vous avez forcément déjà la génération qui est 3, et aussi un vecteur qui est dans E2 et qui n'est pas dans E1. Donc ça veut dire que l'intersection sera strictement inclue dans E2, qui est de dimension 2, donc ce sera de dimension 1 l'intersection. Tout ça, on va en parler aujourd'hui. Donc vous devriez voir la vidéo après qu'on ait fait toutes ces notions. Donc bien évidemment, dans le corrigé, j'ai fait en sorte de ne jamais parler, de tout faire de sorte que l'on puisse résoudre sans les notions que l'on va voir aujourd'hui. Alors, pas pour le E1 plus E2. Pour le E1 plus E2, l'argument, c'est celui que je donne dans la vidéo. C'est que E1 plus E2, c'est égal à vecte de E1, E2, E3, E4. Voilà. E1, E2, E3, E4. Ça, on le savait déjà avant ce mercredi. Et comme c'est vecte de E1, E2, E3, E4 et que E1, E2, E3, E4 est de rang 3, ça implique que c'est E2. Or, E1, E2, E3, E4 de rang 3, donc ça génère tout R3. Alors, pour la question suivante, E1 et E2 sont-ils supplémentaires? Dans la mesure où on a trouvé que E1, E2, inter E2, c'est égal à vecte de U, c'est différent de 0 de E, donc E1 et E2 ne sont pas supplémentaires. Donc ça, c'est marqué proprement dans le corrigé.
donner un supplémentaire de E1 puis de E2. Donc ici, pour donner un supplémentaire, il suffit de compléter la famille E1, E2 avec un vecteur qui fait qu'on restera de dimension de rang 3. Or, si on prend I qui est égal à 1, 0, 0, complété de 1 et 2, on obtient une famille libre, auquel cas, cette famille étant libre, elle génère tout E, et l'espace formé de E1, E2, c'est-à-dire E1, est supplémentaire avec celui qui est généré par I. Avec pareil pour E2. Donc c'est fini. On a trouvé un supplémentaire qui est à la fois un supplémentaire de E1, donc vect, je vais noter ça grand F, vect de I. Grand F est à la fois supplémentaire pour E1 et à la fois supplémentaire pour E2. Donc on a trouvé un supplémentaire commun, ce qui est assez intéressant. Existe-t-il un ou plusieurs supplémentaires qui soient à la fois supplémentaires de 1 et 2 alors là, on a pris I, on aurait pu prendre J, on obtenait encore des familles libres, il faudrait le démontrer, hein. Je ne le ferai pas. Mais pour I, c'est facile parce que I, cela forme une famille échelonnée avec celui-ci. Voilà. Et pareil avec l'autre, le E3 et le 4. C'est pour ça qu'on a de rang 3 à chaque fois, hein. Le rang c'est 3 puisque c'est échelonné. Et ici aussi. Alors pour J c'est plus embêtant, il faudrait le montrer, que ça reste de rang 3. Mais de toute façon, à partir du moment où vous prenez I plus E1 par exemple, ben ce n'est pas dans E1, petit E1, I plus petit E1, ce n'est pas dans grand E1. Donc effectivement, ça formera une famille libre. Donc je pourrais faire I plus lambda fois celui-là aussi. Et ça marchera à chaque fois. Donc on a vraiment même une infinité de supplémentaires. Et même remarque, hein, ce vecteur que l'on prendra sera aussi de toute façon pas lié avec E3 et E4. Donc ça marchera pour les deux. Voilà. Voilà pour la dernière question qui est peut-être un peu compliquée. J'espère avoir été clair dans ma vidéo. Je n'en suis pas certain. Si vous voulez me reposer des questions là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc bon courage pour vos révisions pour demain matin, pour ceux qui sont le mercredi 10 et qui sont en train de regarder la vidéo pour l'automatisme de demain matin. Voilà. Bonne soirée.